Bonjour, alors correction des pages 178 et plus, les numéros 1 à 8. Ici, il fallait répondre vrai ou faux. Quand deux objets sont mis en contact, l'objet qui a la température la plus élevée transfère toujours de l'énergie thermique à l'objet qui a la température la plus basse. Oui, c'est vrai, dans le langage courant, comme j'ai mentionné, on va dire le corps le plus chaud transfère sa chaleur au corps le plus froid. D'accord? Donc, transférer de la chaleur, c'est transférer une quantité d'énergie thermique. Euh, Ensuite, quand un objet reçoit de l'énergie thermique de la part d'un autre corps, donc on pourrait parler de chaleur, de l'énergie thermique qui est transférée, on parle de chaleur, les atomes et les molécules qui le composent deviennent plus agités. Tout à fait vrai. Quand on reçoit de l'énergie thermique, nos molécules se mettent à bouger un peu plus. Au numéro C, quand la variation de température d'un objet est négative, cela signifie que ce corps a absorbé de la chaleur. C'est faux. C'est un corps qui a perdu de la chaleur. Souvenez-vous, la variation de température, c'est la température finale moins la température initiale. Pour avoir une variation de température négative, donc par exemple moins X degrés Celsius, il faut que notre température finale soit plus petite que notre température initiale, par exemple 20 degrés Celsius comme température initiale. Ici, là, c'est un corps qui, au départ, température initiale, un corps qui avait une température initialement de 20 degrés Celsius, et là, il a perdu de la chaleur, et en perdant de la chaleur, ben, il s'est refroidi, ses molécules se sont mises à moins bouger, donc il a terminé à 10 degrés Celsius, donc sa température finale est plus faible, donc, sa variation de température, elle est négative. Dans ce cas-ci, ce serait moins 10 degrés Celsius. Donc, le corps n'a pas gagné de la chaleur. Le corps a plutôt perdu de la chaleur, comme c'est mentionné ici. Donc, quand la variation de température est négative, cela signifie que ce corps a perdu ou a dégagé de la chaleur. Il a perdu de l'énergie thermique. Sa température finale est plus faible que sa température initiale. Numéro D, quand deux objets gagnent des énergies thermiques égales, la variation de leur température est égale. C'est pas nécessairement vrai. Ce serait vrai si on parlait de substances qui sont semblables l'une par rapport à l'autre. Mais deux objets ont nécessairement des capacités thermiques massiques différentes. Donc, deux objets, par exemple, il pourrait avoir un objet qui a une capacité thermique de 3 joules par gramme degré Celsius, puis l'autre aurait une capacité thermique massique de 2 joules par gramme degré Celsius. Donc, ils ne réagissent pas de la même façon à un apport ou à une perte de chaleur. Donc, puisque deux objets n'ont pas nécessairement les mêmes capacités thermiques massiques, bien, ils ne vont pas gagner la même quantité ou perdre la même quantité d'énergie pour une même variation de température. Donc ici, c'est faux. La variation de leur température ne dépend pas de la variation de leur énergie, mais plutôt de leur capacité thermique massique et aussi évidemment de leur masse. Un objet qui est beaucoup plus massique, ben, c'est un objet qui va moins réagir au niveau de la température à une perte ou un gain de chaleur. Au numéro 2, on sort une petite cuillère métallique d'un tiroir et on la plonge dans un café qui est très, très chaud. Donc, la substance qui est chaude, c'est le café, puis la substance qui est plus froide, c'est la cuillère métallique. La cuillère métallique, bien, évidemment, quand on va la mettre dans le café chaud, souvenez-vous, c'est le corps qui a le plus d'énergie thermique, le corps le plus chaud, qui transfère son énergie thermique, qui transfère sa chaleur. Fait qu'est-ce qui va se passer ici? Bien, la cuillère métallique, elle, sa température va augmenter, parce qu'évidemment, elle va gagner une quantité d'énergie thermique, gagner de la chaleur. Et le café chaud, lui, à mesure qu'il va transférer son énergie thermique à la cuillère, ben, sa température, le café va diminuer aussi. Et à ne pas négliger que le café, ben, quand on met une cuillère dedans, ben, évidemment, le café, il perd sa chaleur, il la donne à la cuillère, mais aussi le café perd sa chaleur dans l'air. Donc, il y a une quantité de chaleur qui va s'en aller dans l'air. Donc, évidemment, le café, lui, se refroidit parce qu'il perd sa chaleur à l'air ambiant et il perd de la chaleur aussi au niveau de la cuillère. Donc, lorsque les substances sont mises en contact, laquelle transfère de la chaleur à l'autre. Donc, le café, c'est celui qui est le plus chaud, transfère de la chaleur à la cuillère. Lequel absorbe de la chaleur, bien, la cuillère va absorber de la chaleur. On dépose la tasse à café sur un comptoir avec la cuillère dans la tasse. Après quelques instants, on constate que le café est devenu tiède, évidemment. Où est passée l'énergie thermique? Mais comme je l'ai mentionné, l'énergie thermique
il y a une quantité qui a été dissipée dans l'air, qui a été perdue dans l'air, et il y a une quantité qui a été transférée à la cuillère. C'est pour ça que sa température est devenue plus faible et il est devenu plus tiède, parce qu'il a perdu une quantité d'énergie thermique, une quantité de chaleur. Au numéro C et D, il fallait entourer la bonne réponse. Entourer l'énoncé qui est vrai parmi les énoncés suivants. Donc, le numéro 1, on vous dit si on attend suffisamment longtemps, les quantités d'énergie thermique contenues dans le café, la cuillère et l'air seront égales. C'est faux. Ce ne sont pas les mêmes substances. Donc, on ne peut pas dire que la quantité de chaleur qu'il va y avoir dans la cuillère, dans le café, dans l'air, si on attend longtemps, ils vont être égales. Ces quantités-là ne vont pas s'équilibrer. Premièrement, c'est trois substances qui n'ont pas la même masse, puis c'est trois substances qui ne sont pas faites de la même matière. Donc, ils ne réagissent pas, comme je l'ai dit précédemment, ils ne réagissent pas de la même façon à un gain ou à une perte de chaleur. Donc, la bonne réponse, c'est 2. Si on attend suffisamment longtemps, les températures du café, de la cuillère et de l'air ambiant seront égales. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, évidemment, la température du café, le café va perdre sa chaleur jusqu'à ce qu'il y ait une température qui soit égale au niveau de l'air, du café et de la cuillère. Donc, ils vont s'échanger, ils vont soit perdre ces trois objets-là, donc l'air, la cuillère et le café. Et ces trois substances-là, ils vont s'échanger de la chaleur jusqu'à ce que leur température, les trois, soit égale. Au numéro D, entourer l'énoncé qui est vrai parmi les énoncés suivants. Ici, on vous dit que si on remplaçait une cuillère par une autre à capacité thermique massique plus élevée, il faudrait, la bonne réponse, je voulais la bonne réponse, il faudrait plus d'énergie thermique pour la réchauffer de 5 degrés Celsius. C'est vrai. Regardez, je vous ai fait un exemple numérique. OK, regardez à gauche. Imaginez qu'au début, la cuillère était en fer. Le fer, sa capacité thermique massique, si vous regardez dans le petit tableau qui est ici, vous l'avez dans votre manuel, c'est 0,44 joules par gramme degré Celsius. Ce que ça veut dire que chaque gramme de fer, je dois lui fournir 0,44 joules pour augmenter sa température d'1 degré Celsius. Si je remplaçais ma cuillère en fer par une cuillère en aluminium, bien là, l'aluminium, lui, a une capacité thermique massique plus élevée. Ce que ça veut dire que l'aluminium, si tu veux le faire augmenter de 1 degré Celsius, il faut que tu lui fournisses 2 fois plus d'énergie que le fer. Donc, c'est plus difficile de faire augmenter la température de l'aluminium que celui du fer. Le fer, tu lui fournis juste 0,44 joules, puis ça augmente d'1 degré Celsius chaque gramme. Mais l'aluminium, ça en prend le double pour une même masse, donc pour 1 gramme, si vous voulez, pour l'augmenter d'1 degré Celsius. Alors, je vous ai fait un exemple numérique. On a une, bon, je ne sais pas combien pèse une cuillère, mais admettons 100 grammes. Mettons que les 2 cuillères sont de même masse. Celle qui est en fer, bien, évidemment, elle va peser 100 grammes. Puis si je veux l'augmenter de 5 degrés Celsius, comme c'est demandé ici, donc 5 degrés Celsius, bien, mes 2 cuillères, qu'elles soient en aluminium ou en fer, elles pèsent toutes les deux 100 grammes, puis je veux toutes les deux les augmenter de 5 degrés Celsius. Maintenant, ce qui est différent entre les deux, bien, c'est leur capacité thermique massique. Donc, d'un côté, j'ai la capacité thermique massique du fer qui est plus faible, puis de l'autre, j'ai la capacité thermique massique de l'aluminium. Donc, si je change pour une cuillère en aluminium qui a une capacité thermique massique plus élevée, je vais devoir fournir plus d'énergie. Vous voyez, ici, 100 fois 0,9 fois 5, c'est plus grand que 100 fois 0,44 fois 5. Donc, nécessairement, plus une substance a une capacité thermique massique élevée, mais pour une même masse, je vais devoir fournir plus de chaleur pour augmenter cette masse-là de 1 degré Celsius. Dans ce cas-ci, de 5 degrés Celsius. Donc, la bonne réponse, on va la relire, c'est le numéro 2. Si on remplaçait la cuillère par une autre à capacité thermique massique plus élevée, il faudrait plus d'énergie thermique, effectivement, pour la réchauffer de 5 degrés Celsius. On passe au numéro 3. Ici, vous avez un exemple classique, la température de 5 grammes. Donc, évidemment, ça, c'est la masse. Je l'ai ici, 5 grammes de mercure contenu dans un thermomètre passe de 15 à 16,5. Donc, ici, température finale moins température initiale, 16,5 moins 15. La variation de température, delta T, est égale à 1,5 degrés Celsius. Maintenant, ce que ça veut dire? On vous dit la capacité thermique massique du mercure, c'est 0,14 joules par gramme degré Celsius. Donc, ça, c'est donné. Vous connaissez le delta T, qui est de 1,5 degré Celsius. Vous l'avez calculé ici. Donc, vous appliquez la formule. Alors, le mercure, pour augmenter sa température, évidemment, il a absorbé de la chaleur.
quelle quantité de chaleur il a absorbé, ben, on multiplie la masse par la capacité thermique massique par la variation de température. On trouve 1,05 joules que le mercure, que ces 5 grammes de mercure-là ont absorbé. Un autre exemple, dans votre cours de sciences, on vous donne une brique de 150 grammes. Donc, on a une substance qui pèse 150 grammes. Vous mesurez qu'il faut transférer 75,6 joules d'énergie thermique au morceau de brique pour que sa température monte de 0,6 degrés Celsius. Ici, c'est intéressant, on ne vous donne pas la température initiale et la température finale, mais on vous donne de combien la température va varier. Nous, c'est ça qu'on veut comme information. Tu sais, regarde, logiquement, là, vous transférez de l'énergie au morceau de brique. Sa température monte, évidemment. La brique a absorbé de la chaleur. Donc, de 0,6. Peut-être qu'au début, la brique était à 20 degrés Celsius, puis elle a fini à 20,6 degrés Celsius. C'est pour ça que la variation de température, c'est 0,6. Peut-être qu'elle était à 10 degrés Celsius, puis elle a fini à 10,6 degrés Celsius. On ne sait pas ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est la variation de température. Donc, ici, si on veut savoir quelle est la capacité thermique massique de la brique, ben, il faut être capable de partir. Ici, là, la variation de l'énergie transférée, c'est la même chose que la quantité de chaleur, comme je l'ai mentionné dans le premier vidéo. Donc, ici, ne vous en faites pas, là. Ici, on peut toujours considérer que la variation d'énergie thermique transférée correspond à la chaleur qui est transférée entre les deux objets. Donc, ici, si je connais cette formule-là, il faut que je sois capable de isoler la variable C, qui est la quantité de chaleur divisée par la masse multipliée par la variation de température. Donc, si vous faites la quantité de chaleur, la masse, la variation de température, vous trouvez 0,84 joules par gramme degré Celsius comme capacité thermique massique de la brique. Au numéro B, on vous dit quelle serait la variation de la température du morceau de brique si vous lui transfériez 630 joules d'énergie thermique. Donc ici, là, la quantité d'énergie thermique Q, okay, qui est la même chose que, comme je l'ai dit, mentionné, l'énergie thermique transférée. Donc, si vous connaissez Q, la quantité d'énergie thermique transférée, au morceau de brique, c'est toujours le même morceau de brique. La variation, la capacité thermique massique de la brique, ben, on l'a donné en haut, c'est le même problème. Donc, si vous connaissez Q, ça ici, c'est la même chose que Q, là. Q, vous connaissez la masse, vous connaissez la capacité thermique massique, vous pouvez trouver que la brique a varié de 5 degrés Celsius sa température. Donc, la variation du morceau de brique, si on lui offrait 130 joules d'énergie thermique, ben, le delta T serait égal à 5 degrés Celsius. Au numéro 5, toujours avec la même formule, on vous parle d'un morceau de fer de 250 grammes. Vous l'avez ici. On vous donne la capacité thermique massique du fer, vous la connaissez. Et on vous dit que c'est un morceau de fer qui absorbe 1800 joules. S'il absorbe 1800 joules, bien évidemment, sa température, elle va augmenter. D'accord? Si on te dit, si la température initiale de la tige était de 22 degrés Celsius, donc ici, on connaît la température initiale, mais attention, on ne connaît pas la température finale. Bien, on a tout ce qu'il faut. On a la masse, on a la quantité de chaleur Q, puis on a la capacité thermique massique. Avec ça, je suis capable de trouver la variation de température. Une fois que j'aurai trouvé la variation de température, bien, je connais la variation de température, la température initiale, je vais trouver la température finale. Donc, sachant que la variation de température, c'est la température finale moins la température initiale, bien, la température finale, évidemment, c'est la température initiale plus la variation de température. Si je veux savoir c'est quoi la température finale. Donc, ici, vous trouvez d'abord la variation de température, 16 degrés Celsius. Évidemment, il faut être capable d'isoler ceci et écrire l'équation et écrire les unités dans la formule. On trouve que la température a varié de 16 degrés Celsius. Maintenant, on vous dit qu'au début, la température était de 22. Ben, tu sais, juste logiquement, si au début, la température initiale, c'était 22, puis ça a augmenté de 16 degrés Celsius, ben, ça va finir à 38. Puis pourquoi? Ben, évidemment, on utilise la formule que je vous ai montrée ici. La variation de température finale moins température initiale, ben, température finale, c'est température initiale plus la variation de température, donc la température finale, ça va finir à 38 degrés Celsius. Ça, c'est le numéro 5.
Au numéro 6, c'est des questions de compréhension, c'est des bonnes questions. On dit, on chauffe sur la même plaque chauffante, deux rondelles métalliques qui ont la même masse, c'est important, ils ont la même masse. Des rondelles faites de cuivre et de fer. Vous pourriez supposer que les rondelles pèseraient 1 gramme. Pour la facilité de compréhension, vous allez comprendre. Imaginez-vous que les deux ont une masse d'1 gramme. Bien, laquelle des deux rondelles verra sa température augmenter plus rapidement? Donc, regardez ici. Là. Ça, vous l'avez dans votre manuel. Comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, la capacité thermique massique, c'est la quantité de joules que tu dois donner à 1 gramme d'une substance pour augmenter sa température d'1 degré Celsius. Le cuivre, pour l'augmenter d'1 degré Celsius, tu as juste besoin de lui donner 0,39 joules. Mais le fer, pour augmenter 1 gramme de 1 degré Celsius, tu dois lui fournir 0,44. C'est sûr que le cuivre, lui, quand tu le chauffes, là, il augmente plus vite. Il a juste besoin de 0,39 joules pour augmenter 1 gramme d'un degré Celsius. Fait que la rondelle qui va augmenter le plus rapidement sa température, c'est celle qui est en cuivre. Parce que, là, vous lirez ce qui est écrit ici, mais l'explication, je la répète, c'est que le cuivre a seulement besoin, entre guillemets, seulement besoin de 0,39 joules pour augmenter 1 gramme d'un degré Celsius, alors que le fer en a besoin d'un petit peu plus. C'est sûr que le cuivre, lui, augmente plus vite, sa température augmente plus vite. Au numéro 7, dans un thermos, on mélange 200 ml d'eau à 90 degrés Celsius à 200 ml d'eau à 10 degrés Celsius. Bon, puisqu'il s'agit de la même substance et qu'on en a la même quantité, ben, il va y avoir échange de chaleur. Évidemment, la quantité d'énergie thermique va être transférée de l'eau chaude à l'eau froide, mais la température de l'eau, puisque c'est la même quantité et la même substance, ça va finir à une température moyenne. Donc, à mi-chemin entre 90 degrés et 10 degrés, vous avez 50 degrés Celsius. Parce que là, bon, c'est, comme je l'ai dit, même substance, même quantité. Et le dernier numéro, numéro 8, un calorimètre, bon, un calorimètre, c'est une substance, là ici, ça c'est un calorimètre rudimentaire fait d'un verre de styromousse, mais c'est un verre de styromousse dans lequel on va faire une réaction chimique où on peut mettre une substance chaude. Comme par exemple, ici, vous avez un morceau de fer qui est très chaud. OK? Et ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans l'eau. On le met dans de l'eau. Donc, en bleu, je dessiné de l'eau. Et là, vous avez un thermomètre qui vient prendre la température de l'eau. Le thermomètre qui est là, il descend, puis il vient prendre la température de l'eau. Donc, un calorimètre, c'est un endroit c'est un appareil qui est isolé et qui sert à calculer les variations de transfert d'énergie qu'il y a entre deux substances. Dans ce cas-ci, vous auriez un morceau de fer qui est très chaud, qui va perdre sa chaleur et qui va transférer sa chaleur à l'eau. Donc, nécessairement, dans le cas qui nous occupe ici, là, la température de l'eau, elle va augmenter. Okay, la température de l'eau, c'est sûr qu'elle va augmenter parce que quoi? Je mets un morceau de fer chaud dans de l'eau. Donc, la température du thermomètre va augmenter parce que, souvenez-vous, je vous ai dit, le thermomètre, lui, prend la température de l'eau. Donc, un calorimètre, c'est ça. Là, ce qu'on vous dit ici, on dit la température de l'eau passe de 20 degrés Celsius à 23 degrés Celsius. Bon, c'est sûr que si l'eau a augmenté de sa température, évidemment, c'est parce que le morceau de fer était chaud. Quand on y plonge un bloc de fer de 100 grammes, okay? Donc on a un bloc de fer de 100 grammes. La capacité thermique du fer est de 0,44 joules par gramme degré Celsius et celle de l'eau est de 4,19 joules par gramme degré Celsius. Quelle chaleur est dégagée par le bloc de fer durant cette minute? Donc on vous dit que si le styromousse est un bon isolant, blablabla, il n'y a aucune perte de chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On connaît la quantité d'eau qu'il y a dans le styromousse. Donc, on connaît la masse d'eau. C'est pour l'eau qui est là. La température de l'eau va varier de 20 à 23. Fait qu'on va calculer, là, je ne fais pas le calcul au complet, mais on va calculer qu'il va y avoir 3 degrés Celsius de variation de température. Et on sait que l'eau, la capacité thermique, on la connaît. On connaît C pour l'eau, qui est ici. Donc, on connaît la capacité thermique massique de l'eau. On connaît la variation thermique, de température de l'eau, et on sait combien on a, quelle quantité d'eau on a. Donc, avec ces trois éléments-là, on est capable de calculer quelle quantité de chaleur a absorbé l'eau. D'accord? Je vais multiplier la masse, 350 par 4,19 par 3 degrés Celsius, puis je vais trouver quelle est la quantité de chaleur que l'eau a absorbée. Donc, l'eau a absorbé une quantité de chaleur.
Ben, pourquoi l'eau a absorbé une quantité de chaleur? Ben, c'est parce que le morceau de fer, lui, a perdu la même quantité de chaleur. Fait que cette chaleur-là, elle vient du morceau de fer. D'accord? Donc, si je trouve la quantité de chaleur que l'eau a absorbée, je vais trouver la quantité de chaleur que le fer a dégagée. Donc, la première étape, comme je vous ai mentionné, je connais la masse d'eau que j'ai, je connais la capacité thermique massique, température initiale, température finale, je calcule la variation de température, et là, je fais M fois C fois delta T, je trouve 4399,5 joules. Pardon. Maintenant, l'eau a absorbé, comme j'ai dit, 4399,5 joules de chaleur, ce qui signifie que le fer a dégagé 4399,5 joules de chaleur, nécessairement. Merci.